Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Monaco Info à l'occasion de votre 19h. Tout de suite, le sommaire de ce lundi 15 avril. La 117e édition du Rolex Monte Carlo Masters vient de s'achever. Le prince Albert II reviendra dans quelques instants sur la finale qui permet à Stefanos Tsitsipas de s'imposer à Monaco pour la 3e fois de sa carrière. Du 13 avril au 13 octobre 2025, la principauté va participer à l'exposition universelle d'Osaka au Japon. Son thème, concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Notre invitée Mireille Martini, présidente du pavillon Monaco, nous en dira plus. Nous reviendrons également dans ce journal sur l'incroyable concert qui a eu lieu hier soir à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Un compositeur que le monde entier s'arrache y a pris ses quartiers le temps d'une soirée. Le nom de Marcel Pagnol résonnera demain dans toute la principauté. Nous recevrons à la fin de ce journal celui qui prononcera le premier discours de la journée d'hommage qui lui sera rendu. Il s'agit de l'historien Pascal Horry. Mais nous débutons cette édition avec l'inauguration du tout nouveau parking des Salines. Cet ouvrage très attendu est situé à côté du jardin exotique à l'entrée ouest de Monaco et sera en service dès demain. Après 7 ans de travaux, le prince Albert II, le ministre d'État Pierre Dartout et le conseiller de gouvernement Céline Caron d'Aggioni étaient présents pour ce moment important dans la vie quotidienne du pays. Émilie Flamin et Alexandra Marangoni sont allées visiter le désormais plus grand parking de la principauté. Reportage. 1800 places de stationnement, 15 étages, 3 entrées, le parking des Salines devient un lieu clé pour la mobilité de l'ouest du pays. Avec l'accès facilité des navettes express qui permettront d'être très rapidement en centre-ville, une navette express donc qui sera en direct vers l'office du tourisme et une autre qui sera en direct vers la Condamine. Vous avez cette galerie des Salines qui vous permet d'être en 10 minutes à Fontvieille. Il y a aussi une sortie directement vers la Moyenne Corniche, ce qui permet d'éviter les difficultés de circulation que l'on rencontre souvent en sortie de principauté le soir après les horaires de travail. Un lieu qui devrait aussi permettre de désengorger les parkings du centre-ville. C'est un parking qui va nous permettre de gagner de l'espace et de la capacité horaire dans des parkings qui sont aujourd'hui saturés et où on a de la forte demande de la clientèle horaire. Et donc on va travailler sur dégager un peu d'espace sur ces parkings-là afin d'avoir plus de capacité horaire pour que les clients puissent se rendre dans les centres économiques de la principauté en centre-ville. Toujours dans l'objectif de faciliter la mobilité, il a été pensé avec certaines spécificités. Vous avez donc une rampe pour desservir les niveaux de stationnement de façon classique. Donc les utilisateurs descendent progressivement étage par étage pour se garer. Et puis il y a une autre rampe qui permet d'aller directement vers le bas, ce qui constitue un moyen accéléré de transit pour aller vers l'avenue Pasteur. En parallèle de la création du parking, une passerelle verra le jour dans les prochains mois pour permettre aux utilisateurs d'accéder à pied à Fontvieille en une dizaine de minutes. Stefanos Tsitsipas a remporté hier le Rolex Monte Carlo Masters pour la 3e fois en 4 ans. Le résident monégasque s'est imposé 6-1, 6-4 en 1h36 de jeu face à Casper Ruud. Et une chose est sûre, cette 117e édition a tenu toutes ses promesses. Du beau jeu et une énorme affluence en principauté ont rythmé cette folle semaine pour les amoureux de tennis. Le prince Albert II était présent pour la finale et il est justement revenu sur ce match qui opposé de jeunes talents de 25 ans. Il est au micro de Christophe Paco. C'était un tournoi vraiment exceptionnel avec un très haut niveau de jeu. Oui, ça aurait pu être une finale un peu plus serrée, un peu plus intéressante, mais je crois que Casper Ruud était un peu fatigué après ses débauches d'énergie, surtout hier contre Novak Djokovic. Alors, voilà, mais Stefanos Tsitsipas est un superbe joueur avec des très beaux points. Il frappe très fort et puis c'est un résident monégasque, donc voilà. Pour terminer, Monseigneur, on s'aperçoit que ce sont des jeunes qui étaient là, 25 ans aujourd'hui, Ruud. Djokovic qui est sorti hier, Nadal qui reviendra, on l'espère, l'année prochaine, Federer qui n'est plus là. C'est un tournant dans le tennis. Ah, je crois que c'est un changement de génération, très clairement. Voilà, on ne sait pas combien de temps Novak aussi pourra jouer, donc c'est triste parce qu'on s'était habitué à ces grands champions, mais c'est formidable de voir ces nouveaux talents émerger.
Lui aussi fait partie de ces jeunes talents. Valentin Vachereau est sorti victorieux des qualifications à Budapest grâce à son match 6-3, 6-4 contre Benjamin Bonzi. Il intègre ainsi le tableau principal et affrontera le Hongrois Fucsovics. Je vous le disais en titre, la Principauté va participer à la future exposition universelle au Japon prévue en 2025. Ce matin, une conférence de presse était organisée afin d'y présenter le pavillon Monaco en présence du souverain. L'occasion de découvrir la thématique et le concept choisi. Reportage signé Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Prendre soin de la merveille, telle est la thématique choisie pour le pavillon Monaco à l'occasion de la future exposition universelle au Japon en 2025. Un concept autour duquel sont conçues les différentes structures immergées en pleine nature afin d'y associer un sens profond à la protection de la planète. Le pavillon Monaco c'est complètement construit autour d'un grand jardin. Et le jardin, c'est un lieu de paix où on peut faire cette rencontre avec la merveille et l'émerveillement, avec la nature. On a choisi l'émerveillement aussi parce que c'est quelque chose qui renvoie aussi à la jeunesse, à les enfants. Par exemple, dans le pavillon 2, on sera dans un lieu complètement immersif. Le parcours du pavillon Monaco s'achèvera sur la thématique « Prendre soin de nos océans ». Des toutes premières institutions aux découvertes scientifiques du prince Albert Ier, en passant par les activités de la Fondation Prince Albert II, sans oublier la situation géographique de Monaco. Le lien avec les océans a toujours profondément marqué l'âme de la principauté. On a idée une installation qui parle complètement des océans où on verra sur les murs toute la faune marine et tous les projets que la Fondation et l'Institut océanographique a mis en place pour protéger les océans. Le pavillon Monaco connaîtra par la suite une autre vie. Les œuvres d'art seront réutilisées et tous les matériaux recyclés. Et pour en savoir plus sur la participation de la Principauté à cette exposition universelle d'Osaka, nous recevons sur notre antenne Mireille Martini, la présidente du pavillon Monaco. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir il y a quelques instants à quoi va ressembler le pavillon Monaco à Osaka. Comment s'est déroulé justement tout le processus de création du pavillon ? Écoutez, c'est en 2022 qu'un appel a été fait avec le concours de l'Ordre des architectes. Des différents projets ont été portés à la connaissance de Pavillon Monaco. 2 projets ont été retenus et le souverain a choisi le projet que nous avons présenté aujourd'hui. Et pouvez-vous nous dire où en sont les travaux et quel sera le calendrier jusqu'à l'ouverture officielle ? Nous avons signé très récemment avec le constructeur qui est la société Raimond. Nous prendrons possession de la parcelle sur laquelle sera érigé le pavillon la semaine prochaine. Et donc je pense que dans la mi-mai, les travaux de construction vont commencer. Fort de ses valeurs communes et d'une première participation à l'Expo d'Osaka en 1970, la Principauté et le Japon se réunissent à nouveau à l'occasion donc de cette exposition prévue en 2025. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la Principauté et en quoi c'est important, voire essentiel, que Monaco participe à ce type d'exposition ? Avec le Japon, comme vous le soulignez, nous avons des valeurs communes. Nous avons aussi des ambassadeurs, puisque nous avons un ambassadeur de Monaco au Japon. Et c'est très très important au niveau des relations diplomatiques et au niveau des relations de nos 2 pays. Ensuite, le Japon est une cible très importante pour la direction du tourisme et des congrès. Et c'est important aussi pour nous, dans ce pays, de porter la voix de notre souverain en matière de protection de l'environnement. On en a déjà entendu, c'est vrai, un mot dans le reportage de Vanessa Dessy il y a quelques instants, mais vous me faites la transition parfaite. C'est vrai que le thème de cette exposition est concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain, et ça a particulièrement du sens ici même en Principauté. Tout à fait. Le pavillon de Monaco se veut très poétique. Ça va être une rencontre entre un jardin japonais et un jardin méditerranéen, puisque nous avons voulu justement montrer la connexion avec la nature. Et donc seront mis en avant toutes les actions que Monaco mène
à l'international et en interne en matière de protection de l'environnement, de développement durable. Concernant le recrutement, vous avez recherché, je crois, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'employés parlant le japonais. Où en est le processus de recrutement et quels sont les profils peut-être encore recherchés ? Écoutez, malheureusement, on a dû se contraindre à recruter des jeunes qui parlent le japonais parce que le visitorat à Osaka sera complètement différent du visitorat que l'on a pu avoir sur Dubaï et ils ne parleront que très peu l'anglais. Donc nous avons 13 jeunes qui vont rejoindre notre équipe. Ils parlent quasiment tous le japonais, ce sont des monégasques ou des résidents, à quelques rares exceptions parce que c'est pour des postes plus techniques où le japonais n'était pas nécessaire. Et aujourd'hui, malheureusement pour les personnes qui auraient voulu postuler, nous sommes au complet et on va avoir une équipe très dynamique, très enthousiaste et on est ravis. Merci infiniment à vous d'avoir été présente sur Monaco Info. Je vous en prie. Les mers et les océans sont à l'honneur cette semaine au lycée Albert Ier. Une semaine durant laquelle les élèves participeront à diverses animations autour de cette thématique. Mais alors, quel est l'objectif concret de ce projet? Plus de détails dans ce reportage de Crisinda Tomel et Camille Caloni. Une semaine pour parler des mers et des océans qui se partagera en plusieurs temps forts, un projet collectif et pluridisciplinaire qui rassemble plus de 300 élèves et 30 enseignants et dans lequel la mémoire du prince Albert Ier est célébrée, comme ce matin au sein du lycée Albert Ier. Nous avons voulu, comme il s'agit d'un événement pédagogique avant tout, mêler le contenu avec une jolie forme, avec des élèves de l'option théâtre, donc encadrés par Madame Payet, qui ont lu des textes en fait du prince Albert Ier, discours d'inauguration du musée océanographique, première ligne et dernière ligne de la carrière d'un navigateur, et le tout s'est un petit peu mêlé, s'est imbriqué au contenu, à la petite conférence qui était là pour rappeler les grands jalons et les grands moments de ce prince savant, navigateur et humaniste. L'océan, c'est la vie, et c'est également l'avenir de ces jeunes. Et donc, il était important non seulement de leur montrer qu'il faut préserver ces océans, mais sans prêchi-prêcha. Je crois qu'il fallait justement autoriser une multiplicité de regards, que ce soit bien sûr scientifique, mais embrassant également d'autres disciplines comme les lettres, avec la poésie, les langues vivantes. Je crois que l'océan a quelque chose à nous dire à chacun d'entre nous et donc aussi permet à toutes les disciplines de travailler ensemble. Le prince Albert Ier tenait beaucoup à la diffusion de ses travaux, par les résultats des campagnes scientifiques, par les conférences qu'il donnait face à des publics différents, les sociétés savantes, les livres. Et il est important que la parole passe. Et je pense que pour les élèves qui étaient dans la salle, de voir leurs camarades lire des textes du prince Albert Ier et d'avoir les grandes lignes de son œuvre et de sa vie rappelées, c'était, je pense, extrêmement important. Et si des travaux fabriqués par des élèves seront exposés au sein de l'établissement tout au long de la semaine, ainsi que sur le site du lycée Albert Ier, dès demain, les adolescents pourront s'instruire en s'amusant puisqu'ils pourront jouer à des jeux de société imaginés par des élèves de terminale section Euro. Des ateliers ludiques seront également mis en place jeudi dans lesquels les élèves pourront par exemple construire un sous-marin ou encore improviser une salle théâtrale. Vendredi, les jeunes pourront débattre autour de sujets importants comme peut-on continuer d'exploiter les mers et les océans, autant de sujets essentiels qui seront abordés au cours de cette semaine des mers et des océans. Une parenthèse musicale pour poursuivre ce journal. Hier soir, pour la toute première fois en principauté, le jeune chef d'orchestre finlandais de 24 ans, Tarmo Peltokoski, s'est produit avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. José Sacré et Lionel Bernardi ont suivi ce concert d'exception. Sur la scène de l'Auditorium Régnier 3, dimanche 14 avril, un jeune chef d'orchestre de 23 ans qu'un grand journal allemand a qualifié de talent d'un siècle. Il faut savoir qu'à l'âge de 20 ans, il a dirigé la tétralogie de Wagner. Il s'appelle Tarmo Peltokoski. Il est finlandais, formé par la célèbre académie Sibelius d'Helsinki.
Didier de Cotigny l'a découvert lors d'un concert en Allemagne et l'a invité en principauté. Je l'ai présenté à l'orchestre et je dis vous allez voir quelqu'un, une personnalité que vous ne rencontrez pas tous les jours. Il a un côté un peu froid, un peu distant parce que, étant donné qu'il est très jeune, il faut aussi qu'il se protège parce que s'il commence à faire copain-copain avec tout le monde, à l'âge qu'il a, tout le monde va lui taper sur l'épaule et puis il intimide. Et quand même, et arriver à intimider un orchestre de vieux de la vieille, un peu comme certains que nous avons ici, c'est quand même pas facile pour un gamin de 23 ans, vous voyez ce que je veux dire. À ce concert à Monaco assistaient des journalistes et des directeurs de festivals étrangers, parmi lesquels celui du célèbre festival de Grenade. L'année 2024 marque le cinquantenaire de la disparition de Marcel Pagnol, qui fut un résident de la principauté. Pour lui rendre hommage, le prince souverain a souhaité qu'une journée soit consacrée à cet éminent homme de lettres. Elle aura lieu demain, soit 2 jours avant la date du décès de l'écrivain. Pour en savoir plus, nous retrouvons Pascal Horry, historien, membre de l'Académie française et du comité scientifique du futur musée Pagnol d'Allo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez prononcer le premier discours lors de la cérémonie d'hommage à Marcel Pagnol qui aura lieu demain, ici même en Principauté. Quel message concrètement vous voulez faire passer ? Il y a un message local, mais ce n'est pas n'importe quelle localisation, consistant à rappeler ou parfois à apprendre à beaucoup de gens qu'il y a un lien long, profond, même sentimental, mais pas seulement artistique, entre Marcel Pagnol et Monaco. Et puis, au-delà, c'est le début, puisque je représente l'Académie française, d'une série de manifestations commémoratives qui vont durer plus d'1 an. Et c'est à Monaco que cette longue série va commencer, dans laquelle figurent aussi bien des colloques que des projections, des manifestations de toutes sortes, des représentations théâtrales, toute l'année en quelque sorte. Vous êtes historien, Monsieur Horry. J'aimerais que l'on revienne sur cette relation particulière entre Pagnol, entre Marcel Pagnol et la Principauté. C'est vrai que c'était un ami du prince Pierre et un confident également du prince Régnier III. Comment on peut expliquer cette très forte relation ? Il y a presque une part de mystère. On peut, si on est historien un peu froid, dire il y a eu la création d'une des premières pièces de Pagnol, Jazz, au Théâtre des Variétés. Donc clairement, le lien était en train de s'établir, mais ça ne suffit pas à expliquer la chaleur des relations avec le prince Pierre, avec le prince Régnier. Donc il y a eu autre chose. Il y a eu la vie privée de Marcel Pagnol, qui l'a amené à choisir de résider à un certain moment à Monaco. Et puis la relation avec les deux princes, qui va bien au-delà de la relation entre quand même un artiste reconnu, très populaire encore aujourd'hui, mais alors dans les années 30 et après la Seconde Guerre mondiale, après d'ailleurs son élection à l'Académie française, qui était au pinacle, et les deux princes successivement, avec un statut différent, ont été des correspondants. Ils ont échangé des courriers, ils ont été des conseillers, et d'ailleurs Marcel Pagnol a joué un rôle de conseiller culturel, d'une certaine façon, de la Principauté après la guerre. Est-ce qu'on peut dire également, vous l'avez dit, hein, c'est vrai, Marcel Pagnol déploya en Principauté tous les aspects un petit peu de son talent et de ses œuvres. Monaco, la Principauté, était une source d'inspiration pour lui aussi, quelque part ? En tous les cas, c'était une source pour sa vie elle-même. Hein. On peut dire que des moments très forts sur le plan sentimental ont eu un lien ou ont eu lieu à Monaco. Par ailleurs, c'était un homme qui avait une dimension, effectivement, locale et régionale, et Dieu sait si ça a pu jouer dans d'autres régions que le Midi dans sa popularité, mais en fait, c'était surtout un homme qui savait trouver le ton qui pouvait convenir aussi bien à, disons, une forme d'aristocratie sociale ou culturelle qu'aux gens de la rue. Et ça, je pense que les Monégasques l'ont compris, comme par ailleurs les Marseillais, les Provençaux. Une relation entre Marcel Pagnol et la Principauté qui perdure, puisque c'est le prince souverain qui a souhaité qu'une journée d'hommage soit consacrée à cet éminent homme de lettres, donc demain, le mardi 16 avril. Un moyen finalement peut-être de faire perdurer ses œuvres auprès de la nouvelle génération. Or, je pense qu'elles peuvent
perdurer sans cela, mais vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc multiplions les preuves. Nous avons plus d'1 an, je le répète, pour multiplier ces preuves. Vous allez donc participer à cette cérémonie d'hommage qui se tiendra demain. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous rappeler les grands événements qui se tiendront en principauté? Après cette réinauguration d'un lieu de mémoire, au Trocadéro, il va y avoir une série de manifestations là qui seront plutôt liées soit à des projections, soit à des débats, en particulier toute une table ronde sur la dimension monégasque de Marcel Pagnol. Insistons là-dessus. Pagnol, le monégasque. Tout à fait. Merci à vous, Pascal Horry. Merci à vous. Dans le cadre de la 61e journée mondiale de prière pour les vocations, le service des vocations du diocèse organisera une soirée exceptionnelle de prière ce vendredi 19 avril de 20h à 22h en l'église Sainte-Dévote. Au cours de l'événement, chacun sera invité à prendre une bougie et à la déposer au pied de l'autel et à prier à genoux devant le Saint-Sacrement. Des intentions de prière pourront également être écrites sur une feuille et déposées dans une boîte à la sortie de l'église. Après un week-end estival, mais un lundi un peu plus gris, quelle météo vous attend pour ce mardi 16 avril? La réponse avec Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Nouvelle journée printanière avec un soleil généreux durant la journée, même si quelques nuages insignifiants pourraient apparaître dans l'après-midi. Les températures resteront assez douces avec une brise marine. Elles évolueront de 14 à 20 degrés et nous fêterons la Saint-Benoît-Joseph. Je vous en parlais en ce début de journal, le parking des Salines ouvrira ses portes dès demain. Notre photographe Manuel Vitali vous propose de suivre son inauguration avec le prince Albert II ainsi que les autorités monégasques. Je vous rappelle que cet immense ouvrage permettra de stationner 1820 véhicules à l'entrée du pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour tout savoir évidemment de l'actualité de la Principauté. En attendant, très bonne soirée sur notre antenne.